Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au second Facebook direct de la Faculté des Arts et des Sciences. Je m'appelle Amandine Hamon, je suis doctorante en communication à l'Université de Montréal. La pandémie a-t-elle un impact sur la littérature? Les récits peuvent-ils être infectés par la Covid? Aujourd'hui, je reçois Catherine Mavrikakis, professeure au département de littérature de langue française de l'Université de Montréal. Bonjour Catherine, ça va bien? Bonjour Amandine. Depuis le début de la crise sanitaire, Catherine, vous avez participé à un projet qui s'appelle Les récits infectés, Mhm. avec plusieurs doctorants, dont Léonore Brassard qui a dirigé l'ouvrage d'ailleurs. Ce sont des écrits sur l'expérience vécue par les écrivains pendant la pandémie. D'ailleurs, on va mettre le lien dans le chat pour vous donner accès Mhm. justement aux récits infectés. Comme d'habitude, j'invite les gens à poser des questions. Vous avez une professeure de littérature qui est disponible juste là avec vous, donc profitez-en. Les récits infectés, ce sont des textes courts qui prennent quelques minutes à lire et qui sont très touchants. Moi, ils m'ont donné la chair de poule, en tout cas, quand je les ai lus. Catherine, donc merci de prendre le temps d'être avec nous cet après-midi pour nous en parler. Et ma première question, justement, ce serait, mais comment vous avez eu l'idée d'écrire des récits infectés et de mettre en place ce projet en pleine pandémie? Bah, c'est grâce aux étudiants, à Éléonore Brassard, à Benjamin Gagnon-Chénet, Mhm. à Rosalie Nanou-Deslandes. Simon et moi, on est deux professeurs de littérature et on travaille sur les liens entre la littérature et la médecine, la littérature et le soin. Et puis, on travaillait sur un projet de récits, d'ateliers de récits et de création pour les patients transplantés. Et on a décidé à un moment donné de se dire, mais en plein milieu, on était en train de travailler, c'était la Covid, on était tous sur Zoom. Et puis on s'est dit, mais peut-être qu'on a besoin de, de produire des textes sur la Covid. On a peut-être besoin de ramasser ces textes, de les colliger, pas seulement pour nous exprimer, mais pour que d'autres les lisent aussi, parce qu'on avait l'impression qu'il manquait des mots, que c'était pas les bons mots qui étaient dits par les institutions, par les gouvernements, qu'il fallait des mots peut-être plus personnels, peut-être plus aussi dans l'imagination, Mhm. parce qu'on était très collé à la réalité. Donc on a eu cette idée-là et je pense que c'est Léonore qui a eu l'idée du titre, c'est-à-dire récit infecté, que je trouve excellent, parce que la littérature justement accepte d'accueillir en elle des récits de la pandémie. Et Mais soit justement, qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on peut dire que c'est de la littérature de pandémie, est-ce que c'est un genre littéraire, la bah, littérature de pandémie? je pense que c'est pas un genre littéraire, mais en tout cas, c'est quelque chose la pandémie a beaucoup affecté tout le monde, mais aussi les écrivains. L'autre jour, j'ai lu le journal de Wuhan qui a été fait, Mhm. Wuhan Bill Close qui a été fait Ouais. par Fang Fang, une, une autrice chinoise. Elle a écrit, c'était le blog qu'elle a écrit pendant la pandémie. Ça, vraiment, c'est très, très émouvant. Et comme ils étaient aux premières loges parce qu'ils ont vu la pandémie Ouais. apparaître à Wuhan. Vraiment, on est tenu en haleine et quand elle écrivait, elle savait pas que Wuhan allait quand même bien s'en sortir en adoptant des mesures draconiennes comme la Chine sait le faire. Donc, je pense qu'il y a un genre comme ça qui tient compte. Et puis moi, j'ai vu ça je dirige beaucoup de gens en création Mhm. et tous mes étudiants se sont mis, alors qu'ils avaient des textes, ils faisaient des textes sur autre chose en création, ils avaient élaboré leur projet il y a longtemps, ils se sont mis à vouloir parler de la pandémie dans leurs textes. Ah Hein. oui, les étudiants de l'université de Montréal ont été inspirés par la pandémie, même pour leurs cours alors. Exactement, j'avais l'impression qu'on pouvait plus parler ou écrire sans penser un peu à la pandémie, Mhm. tellement on est en train de vivre ça en direct et de façon, c'est très invasif, même si on n'est pas malade, c'est très invasif, ça décide de tout, ça décide de notre confinement, de nos vies en ce moment. Et qu'est-ce que vous diriez qui est comme typique de cette littérature-là ou des écrits justement des récits infectés? Parce que par exemple, j'ai lu dans les récits infectés qu'on parle beaucoup, évidemment, la mort est un personnage omniprésent dans les récits. On parle aussi des pestiférés, on parle de toutes les machines qui nous entourent, les réseaux sociaux, etc. Puis on parle aussi beaucoup d'être chez soi,
Il y a un Hector Ruiz qui a écrit le récit La Petite Patrie. Lui, il imagine que le tapis de son bureau est une plage. Donc, on a l'impression que c'est tout le cadre spatio-temporel, les personnages qui sont spécifiques à des récits de pandémie. Qu'est-ce qui est distinctif dans ces récits, justement? Ben, je pense que vous l'avez bien dit, c'est-à-dire qu'il y a eu des récits très réalistes. Il y a des récits qui disaient je et puis qui essayaient de décrire ce qui se passait avec beaucoup d'acuité et de précision. Mhm. Il y avait aussi des récits qui montraient comment on ne peut pas vivre un événement sans avoir le souvenir de d'autres événements. C'est le cas du texte de Régine Robin Mhm. où elle se rappelle de la guerre quand elle était confinée justement jeune. Et puis, ce qui est intéressant, il y a eu des récits qui ont complètement décollé de la réalité. C'est des récits plus mythologiques, des contes, des légendes, des récits où justement on n'a pas envie d'être dans ce qui se passe, hein, comme Ah Hector oui. Ruiz, Mm. et qui se dit mais comment je peux, par l'écriture, par la littérature, par l'imagination, imaginer un autre monde que ces quatre murs dans lesquels je me retrouve confinée à Oui, cause de la pandémie. il s'évade de son bureau en imaginant que son tapis est une plage. Vous avez cité le récit justement de Régine Robin, évidemment, qui est très connu. Elle a fait le parallèle entre la pandémie, le confinement et l'occupation allemande en France. Elle a parlé d'expériences de déshumanisation. Je la cite, elle dit: Devant la peur, la terreur suscitée par ce virus, on assista à une déshumanisation complète de nos mœurs. Comment est-ce qu'on pourrait rassurer les gens? Est-ce que la littérature de pandémie peut être positive aussi? Est-ce qu'elle peut donner de l'espoir Ah, malgré mais le oui, mot je le présent de la crois. mort? Oui, oui, je crois complètement. Elle peut aussi donner de l'espoir. Je pense aussi qu'on peut donner de l'espoir en racontant des choses terribles. C'est-à-dire que Mhm. si des fois on se sent seul et puis on lit que quelqu'un va mal en ce moment, par moment aussi on se sent un petit peu moins seul. Alors il y a quand même un effet bénéfique à lire des choses qui sont tristes parce que pour Mhm. certaines personnes, ils n'ont pas l'impression que le discours les oublie. Hein, la littérature ne les oublie pas. Mais vous avez raison, il y a des récits positifs, il y a des récits qui se permettent de voir les comment dire les choses étonnantes que la maladie et que ou surtout l'enfermement permettent de découvrir. Et puis il y a aussi des récits drôles parce on a assisté à des situations très cocasses pendant la Oui, par exemple. donc il faut un peu rire de nous-mêmes, de ce qu'on est en Ouais. train de devenir, bon, de ces interdictions, de ces masques, etc. Donc je pense il y a de tout et c'est ça qui est bien parce que il n'y a pas non plus, c'est pas seulement sur le mode ça va bien aller, même si on a envie que ça aille bien, mais il y a aussi, bah, des fois ça va pas si bien, puis il y a un récit pour me dire que si ça va pas bien, bah, c'est normal parce qu'il y a d'autres gens qui vivent la même chose que moi. Ouais, c'est intéressant. Il y a un récit qui est encore une fois de Hector Ruiz. Je vais le citer. Il dit, peut-être que ça parlera à certains des gens qui nous écoutent. Il écrit: Je ne sais pas quel jour nous sommes et toute mon énergie est consacrée à ne pas me laisser aller à la nostalgie. Je verrai pour demain. Et là, on sent qu'il y a énormément d'affect dans sa narration. Justement, quel rôle a joué l'affect dans ces récits infectés, justement? Ben, je crois que c'était la première chose, c'est-à-dire qu'on voulait pas, quand on s'est réunis en équipe avec Simon, Rosie, Léonore, Benjamin, on s'est dit qu'il y avait beaucoup de réflexions qui étaient faites, des réflexions philosophiques, sociales, politiques sur la pandémie. Et puis nous, on s'est dit, bon, est-ce qu'on veut venir ajouter notre petit grain de sel La critique. là-dedans ou est-ce qu'on a envie que les gens montrent comment ils sont capables d'être créatifs, de créer du récit, des récits qui sont bon, parfois très classiques, parfois pas du tout classiques. Hein. Il y a des récits sur la machine aussi, qui pour moi, sur la machine, qui est à la fois désespéré et drôle. C'est le texte de Mathieu Leroux. Donc, il y a, on avait envie vraiment de voir comment la pandémie pouvait nous amener à la création et pas seulement à la pensée ou à une réflexion critique sur les gouvernements ou la société, etc. Donc c'était essayer de voir les choses autrement. Et ça nous a, c'est ça qui nous a porté. C'est une idée de fictionnaliser, de Mhm. mettre en fiction
la pandémie. Alors, c'est plus ou moins fictionnalisé. Il y a des récits plus réalistes que d'autres, mais on se permet aussi d'aller vers des moments de folie ou de grande colère ou d'exaspération, etc. Mais j'ai justement une question dans le chat, quelqu'un qui nous demande est-ce qu'on parle alors de contamination ou est-ce qu'on parle d'inspiration? Ah ben, c'est sûr que c'est plutôt l'inspiration. Je pense pas que les récits ont été vraiment contaminés. C'est un peu métaphorique, mais on aimait bien l'idée que la littérature, elle aussi, avait un certain rapport avec la pandémie, qu'elle pouvait pas sortir indemne de la pandémie. Et moi, je prévois vraiment que il y a beaucoup de textes qui vont paraître dans les 2 prochaines années avec la pandémie comme accompagnement de façon tout à fait manifeste ou pas manifeste. Ça va être impossible de penser à nos corps, par exemple, sans penser à des masques, à penser à nos corps sans des marques de distanciation sociale. Ça va rentrer dans nos mœurs. On l'a vu très vite à la télévision. Je sais pas si vous avez remarqué, on a vu ça dans la publicité. Il y avait les publicités qui avaient l'air de dater, qui étaient pré-pandémie. Alors les gens s'embrassaient, mangeaient à côté. Puis il y a vite d'autres plus malins qui ont compris, des publicistes plus malins qui se sont dit, ben non, ça c'est plus la réalité des gens. Il faut tout de suite faire avec la distanciation sociale. Bon, la littérature, elle réagit pas au quart de tour. Elle a pas à se plier à la vente, etc. C'est un peu, mais je crois c'est difficile pour toutes les formes d'art de ne pas se laisser imprégner par l'air du temps. C'est sûr. Et justement, vous dites que la littérature va plus lentement que la publicité. En même temps, on a l'impression qu'il y a quand même de l'urgence dans vos récits infectés. Comment on écrit avec autant d'urgence sur le vif comme ça? Eh ben, c'est pas facile d'écrire sur le vif, surtout les littéraires, ils n'ont pas envie d'écrire sur le vif. Si on demande à des étudiants de littérature ou à des professeurs de littérature ou à des écrivains et des écrivaines, vous leur envoyez un appel pour dire faut écrire sur le vif, vous avez 3 semaines parce qu'on veut que ça soit sur un site web dans 3 semaines. Ils sont pas nécessairement contents. C'est pas des journalistes, hein. Ils ont pas envie de réagir comme ça à l'actualité, mais c'était notre contrainte, c'est-à-dire on avait excessivement envie que ça soit ce risque-là qui soit pris. C'est-à-dire que c'est pas des textes parfaits, même si on les a retravaillés et les auteurs les ont retravaillés, puis on les a aussi retravaillés avec eux. Léonore, Rosie, Benjamin font un travail formidable, mais je pense que c'était le jeu. C'était qui parmi vous, c'est comme ça on a lancé notre appel, qui parmi vous pour relever le défi de se tromper? Parce que quand on écrit en juin quelque chose, la semaine prochaine, ça sera peut-être plus la même chose, hein. Peut-être qu'on aura tout à fait un autre sentiment au moment où le texte va sortir. Et c'était un peu l'idée, c'est-à-dire de jouer aux écrivains, mais aux écrivains capables d'une empathie très grande avec ce qui est en train de bouger, ce qui est en train d'être dans la mouvance. Alors qu'en général, les écrivains ne sont pas dans cette empathie-là. Ils sont un peu hors du temps et ils préfèrent prendre du recul. Et c'était notre exigence. Voilà. Est-ce que c'est de la littérature de crise alors, de la littérature? C'est de la littérature de crise, mais notre idée, c'est que ça peut servir aussi de la littérature de crise. Il faut pas que toute la littérature soit de crise. Et ceux qui m'ont dit non, même si je leur en veux à mort, mais même si j'ai été déçue, je me suis dit, ben, je comprends parce que moi-même, peut-être que si on m'avait invité à écrire ça, je sais pas si j'aurais fait ça si j'avais pas été dans le projet puis j'avais pas été en groupe pour le faire. Mais je me dis, il y a ceux qui ont pu relever le défi, il y a quelque chose de nécessaire et de casse-gueule qui fait partie peut-être de toute forme d'art en temps de crise. Et justement, pourquoi vouloir raconter ça? Je me demande si c'était une nécessité pour ces écrivains-là. Par exemple, ça me faisait penser au fait que Jacques Derrida disait qu'écrire, c'est laisser une trace. Est-ce que les récits infectés, c'est un effort de mémorialisation peut-être pour qu'on garde en mémoire ce qu'on a vécu? Je pense que oui, je pense qu'il faut garder une trace de ça, une trace et surtout une trace imparfaite, parce que les choses vont, je peux pas dire que les textes sont imparfaits, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est des textes qui sont
qui joue avec une spontanéité. Et je pense que laisser une trace de cette surprise que nous avons eue face à la pandémie, parce qu'on a quand même été tous surpris, même si on nous l'avait dit, mais on est resté quand même un peu bouche bée. Laisser une trace de nos élucubrations un peu fofolles pendant ces moments difficiles en plein confinement, je crois que c'est quand même important parce que dans quelques temps, il y aura d'autres textes qui vont apparaître, qui vont être des textes beaucoup plus dans une mémorialisation qui va vouloir être un devoir de mémoire. C'est-à-dire, il y aura une monumentalisation. Ça va devenir un monument aux morts ou à une façon de penser qui va être beaucoup plus stéréotypée. J'ai l'impression et j'ai la prétention de dire que nos récits infectés ont joué avec Camus. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je l'avais noté, puis dans le chat, il y a une personne qui mentionne Albert Camus, donc ça veut dire qu'il doit y avoir une résonance quelque part. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Albert Camus écrivait « Au milieu de l'hiver, j'apprenais enfin qu'il y avait en moi un été invincible ». Donc, il parle du moment présent, puis de son ressenti. Et ça, on en parle encore plusieurs décennies plus tard. Donc, il doit y avoir quelque chose, un effort de monumentalisation ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est pas pour rien qu'on citait Albert Camus, hein, parce que c'est la peste aussi. Il y a beaucoup d'entre nous qui ont lu La Peste d'Albert Camus, qui raconte justement une épidémie, une communauté qui est face à des morts comme ça par une maladie contagieuse. Donc je crois que et puis Camus c'est quand même aussi quelqu'un qui pense à la vie et à l'absurde de la vie et donc je pense que c'est pas pour rien que Camus nous apparaît, les écrivains et écrivaines n'apparaissent pas n'importe comment. Je crois que finalement Camus est une des lectures qui a été peut-être d'ailleurs vous savez honnêtement ça a été énormément vendu pendant la pandémie. Les gens allaient faire la peste, hein. Il y a quelqu'un qui nous demande dans le chat quelle serait votre prochaine inspiration littéraire. C'est une question difficile, ça. Je peux pas le dire. On peut pas prévoir l'avenir. Et je pense peut-être qu'il y aura un événement aussi, bousculant que la pandémie, mais je ne nous le souhaite pas. Alors j'espère que notre inspiration littéraire va être beaucoup plus singulière, parce que je crois que ce qui s'est passé étonnamment, c'est que tous nos imaginaires en ce moment ont été colonisés par la pandémie. À chaque fois que je sors dans la rue, tout le monde, et encore maintenant, les gens parlent de ça. Je regarde toujours ce que les gens disent derrière moi ou devant moi, et j'entends, ce qu'ils disent, et à chaque fois, ils parlent encore de ça. C'est étonnant comme on n'arrive pas à parler d'autre chose. Alors, espérons que nous aurons des inspirations singulières et diverses. Autrement, on va se réinventer à travers la même inspiration qui va rester la pandémie. Peut-être des choses positives à l'avenir aussi. Il y a quelqu'un qui nous demande si vous avez un récit parmi tous les récits infectés qui serait un récit drôle ou un récit vraiment positif. Ah, je sais pas, non, je suis pas sûre. Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis pas sûre. Moi, complètement positif, je sais pas. La littérature a du mal à être toujours positive, mais je pense qu'il y a je pense au texte sur la machine par exemple dont j'ai parlé de Mathieu qui pourrait être très drôle, le texte j'oublie les titres, mais il y a un texte sur le conte un conte d'un petit poisson, excusez-moi j'oublie le titre, mais qui pourrait aussi être très étrange parce qu'il raconte quelque chose qui n'est pas manifeste, qui n'est pas directement lié à la pandémie. Ça aussi c'est intéressant de voir comment la pandémie nous permet d'écrire des choses qui jouent avec elle, hein, pas nécessairement de façon manifeste. Mais ouais, c'est intéressant. Et puis, il y a le côté décalé des récits aussi, qui sont pas forcément drôles. Parfois, ils sont vraiment horribles. Mais le côté décalé nous met de bonne humeur ou nous remonte un petit peu le moral. Il y a le conte le récit de Nicolas Chalifour qui s'amuse à jouer avec les chiffres et les courbes. Je vais le citer rapidement. Il dit « Alors, on s'applique et on compte les morts, on calcule, on additionne, on fait des sommes, on met tout ça en colonnes. Puis, une fois lancé, on étend les colonnes sur des axes. C'est joli. Ça permet de visualiser les gains et les pertes. » C'est vraiment terrible ce qu'il dit, mais il le dit d'une façon qui est vraiment drôle.
Et absurde. Tout à fait, tout à fait. Il arrive à faire un espèce d'humour noir, tout à fait. Mais je vois une question ou une remarque qui me dit que oui, c'est bien la littérature de la pandémie pour les gens qui n'ont pas perdu leur emploi. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de, mais je veux pas non plus penser parce que nous on a fait aussi des ateliers auprès de gens qui étaient on a fait des ateliers d'écriture auprès de gens qui étaient en détresse psychique et bon pas nécessairement économique, mais il faut pas penser non plus et je suis très sensible à l'idée que la littérature c'est quelque chose pour des classes qui seraient plus privilégiées, mais je pense aussi qu'il y a une détresse psychique qui, pas nécessairement dans les textes qu'on a publiés, mais dans les ateliers qu'on a fait, il y a une détresse psychique qui peut pas être entendue en ce moment beaucoup parce qu'on est beaucoup dans une positivité. Il faut se remonter le moral, ça va bien aller. Et je crois que avoir certains lieux, même s'ils sont imparfaits, même s'ils sont peut-être bourgeois, comme les ateliers de création, c'est peut-être essayer de faire en sorte que ce soit des ateliers où il y a une grande diversité, ou la plus grande diversité possible, en allant chercher des gens. Je crois qu'il faut pas sous-estimer le rôle de petites actions et que c'est pas par le grand qu'on va arriver à apporter en ce moment beaucoup de joie, mais c'est par des petites choses, justement, dans une attention à nos voisins, dans une attention à ce qui est extrêmement petit. C'est-à-dire pas nécessairement en posant de grands gestes, parce qu'on ne peut pas les poser en ce moment entre nos quatre murs souvent. Et justement, vous parlez de conseils. Je vois beaucoup de questions dans le chat aussi sur des conseils de lecture, des conseils d'inspiration, etc. Moi, je pense à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent peut-être et qui n'aiment pas lire. Qu'est-ce que vous diriez à des personnes qui n'ont pas l'habitude ou qui n'aiment pas particulièrement lire? Vous, professeur de littérature, qu'est-ce que vous leur diriez? Ben, je leur dirais de lire justement, de commencer peut-être par ça. J'ai pas l'air d'un professeur de littérature comme ça, mais je leur dirais justement de commencer peut-être à regarder des sites sur des sites de littérature où il y a des petits textes, justement de commencer à aller voir justement un site comme Récits infectés, mais il y en a d'autres, hein, d'aller voir des blogs, d'aller voir des choses d'essayer de découvrir des choses qui sont plus instantanées, peut-être qui les touchent plus avant de se jeter dans des livres qu'ils aimeront peut-être pas. Mais en même temps, j'ai envie de dire que ce que nous a appris, s'il y a quelque chose que peut nous apprendre la pandémie, c'est que il faut être patient. Il faut être patient. Et lire, c'est aussi apprendre la patience. Parfois, je commence un livre, je l'aime pas, mais au bout d'un temps, je vais finir par l'aimer. J'ai l'impression que il faut avoir avec la pandémie le même rapport qu'avec la lecture. Il faut essayer de se dire que le temps finalement peut être de notre côté et qu'il y a quelque chose à faire malgré des circonstances difficile ou malgré un livre difficile, j'ai quelque chose à apprendre d'un livre qui ne me plaît pas ou d'un moment qui ne me plaît pas. Et c'est là que je suis d'accord avec vous qu'il faut trouver quelque chose de positif. Il faut se dire, je suis pris chez moi, peut-être que je vais commencer par un livre, petit livre que j'aime pas, puis finalement je vais le finir, puis peut-être que j'irai à un deuxième livre. Je crois qu'il faut cultiver la patience. Ah, c'est intéressant comme conseil, ça. Ma dernière question paraîtrait un peu étrange alors, parce que vous venez de dire qu'il y a de la littérature sur des blogs, sur des sites, et pas seulement dans les livres qui pourraient paraître comme des vieux livres poussiéreux. Ma dernière question, c'était, est-ce que vous allez mettre les récits infectés sur papier? Oui, parce que moi, je crois aux livres quand même. Mais je crois, c'est-à-dire que je suis une pédagogue. Ce que j'aime, c'est enseigner. Alors, je pense qu'il faut aller chercher les gens là où ils sont. S'ils sont sur Internet, il faut leur dire d'y rester pour aller lire. Et puis après ça, ils iront au livre. Mais je crois quand même aux livres. Je crois que le livre,
peut-être qu'il va pas rester, mais il va peut-être rester plus longtemps qu'une plateforme parce que j'ai vu, comme j'ai un certain âge, j'ai vu beaucoup de technologies se succéder. Il y a des choses auxquelles on n'a plus accès. Je le disais l'autre jour à des gens, je disais, j'ai écrit ma thèse en 89 et je ne peux, il y a longtemps, hein, et je l'avais écrit sur des disquettes molles, comme on disait, j'ai plus accès à ça. C'est pas grave, mais on s'en fiche un Vous peu. avez perdu votre thèse. Les technologies passent, les technologies passent. J'ai l'impression que le livre est une forme de technique qui a quand même su rester à travers le temps. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vous remercie. Je remercie les gens qui participent depuis tout à l'heure parce que vous nous mettez des citations et des conseils et des choses assez intéressantes. Donc, C'est je super, remercie. ouais. Ouais, vraiment merci aux participants. Merci Catherine de nous avoir éclairé, de nous avoir parlé de votre Mais c'est projet. moi qui vous remercie. C'est super de cette initiative et j'espère longue vie à ce que vous faites. Je vais vous continuer à vous suivre. Ah bah merci, c'est très apprécié. On va faire un prochain direct qui va s'appeler Sommes-nous seuls dans l'univers? Grande question. On va parler d'exoplanètes, mais ce ne sera pas moi qui l'animerai, ce sera Frédéric Dion et ce sera avec Frédéric Baron. Pour ma part, je vous retrouverai plus tard au mois de novembre pour aborder d'autres sujets. Alors, je vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à la prochaine. Mmh.